Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Fabien Dessin. Salut Fabien. Salut Dylan. Eh bien écoutez, je suis ravi et heureux de vous faire cette interview aujourd'hui avec Fabien parce que pour lui en avoir parlé un petit peu et pour être authentique et sincère avec vous, Fabien, je l'ai découvert sur Instagram et quand j'ai vu ses photos, alors on sait un petit peu comment sont les réseaux sociaux, c'est des photos prises à l'instant T, etc. Et c'est la façade, je dirais, c'est pas le backstage et tout ce qu'il y a derrière. Et quand j'ai vu ton fil d'actualité, j'ai vu que tu faisais des séminaires, donc tu vas nous en parler un petit peu plus après, mais tu faisais des séminaires, beau gosse, bien coiffé, tout le temps en belle tenue, et c'est vraiment la façade, mais j'y ai pas forcément prêté d'attention particulière pour être authentique et sincère avec toi. Mais des fois, tu sais, la vie, moi je vois les choses comme ça, la vie veut nous montrer certaines choses. Et quelques jours, semaines plus tard, je retombe sur toi avec une interview avec Sébastien Tissier, où tu racontes ton parcours. Et bah, je t'avoue, j'ai pris des claques. J'ai pris des claques parce que finalement, il y a la façade, il y a ce qu'on peut montrer. Alors toi, c'est vrai qu'ensuite, en te découvrant, tu parles un petit peu de ton passé et de ce qu'il y a derrière. Mais bah, on te découvre, on voit tes échecs, on voit tes difficultés, les tempêtes que tu traverses, mais on voit également les réussites. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse aujourd'hui partager ça, qu'on puisse partager ton discours pour inspirer d'autres personnes à voir que oui, l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est incroyable, mais il y a aussi des vraies tempêtes et il faut savoir se battre. Et c'est vraiment un état d'esprit particulier. Donc j'espère que c'est OK pour toi aujourd'hui, Fabien. Parfait, ça commence déjà très bien cette interview. Écoute, on va commencer, mais juste avant ça, intro. Donc voilà, Fabien, alors parle-nous un petit peu de toi. Qui est le Fabien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Présente-toi. Alors le Fabien aujourd'hui, contrairement à Instagram, là, il n'est pas bien coiffé, comme je t'ai dit juste avant, c'est le problème du confinement. Aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis exactement, Dylan, depuis 2005. J'ai démarré officiellement l'entrepreneuriat. J'ai monté ma première boîte alors que j'étais encore étudiant. Et puis aujourd'hui, je suis donc consultant. J'accompagne les entrepreneurs justement à se lancer dans le e-commerce, mais aussi à l'import-export, mais toujours avec, j'aime bien ce principe à l'ancienne, si tu veux, où chez moi, les personnes vont à la source chercher la marchandise, ils créent leur marque, etc. Et ils la distribuent via différents canaux. J'organise des stages d'immersion, comme tu as vu, directement en Chine, où les personnes, je les accompagne avec mes agents pour leur apprendre le business sur place. Je fais des conférences également. Et puis, j'ai une activité de coaching pour résumer à peu près ce que je fais aujourd'hui et des formations en ligne, bien entendu, avec l'import-export et puis la motivation, on va dire. Ok. Ouais, effectivement, c'est vrai que tu étais présent sur plusieurs plans, mais de toute façon, je mettrai les réseaux sociaux dans la description, même peut-être à l'écran, ils pourront aller faire un tour. Et c'est vrai que vraiment, tu partages du contenu qui est intéressant, aussi bien au niveau de l'état d'esprit que de l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est vraiment top à ce niveau-là. Ok. Donc, ça, c'est le Fabien un petit peu aujourd'hui, mais vraiment, moi, ce que je veux voir, c'est le cheminement, tout le cheminement de vie, le chemin de vie qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui. Alors, on va retourner pas mal d'années en arrière, quelques années en arrière, pour pas te vexer du coup. Et qui était le Fabien à 8-9 ans qui était ce Fabien-là? Est-ce qu'il était prédestiné à être entrepreneur comme tu l'es aujourd'hui? Alors, à 8-9 ans, il faut savoir que je suis, te dire si j'étais prédestiné à être entrepreneur, c'est une bonne question, Dylan. Ce qui est certain, c'est qu'à 8-9 ans, mes parents en fait se séparent. On doit recommencer à zéro. Et je pars vivre donc avec ma mère et puis je découvre le business de mes grands-parents parce que mes grands-parents avaient toujours été commerçants, entrepreneurs. Ils rachetaient des business qui remontaient puis ils revendaient au moment où le chiffre d'affaires était à son apogée, on va dire. Et à travers justement cette tempête quand j'étais enfant, c'est le commerce qui m'a… j'adorais aller chez mes grands-parents, j'adorais… j'avais du mal à aller à l'école, mais par contre, pour aller dans le commerce, vraiment, ça me motivait. Il faut savoir que hormis mes grands-parents, il n'y avait personne dans la famille qui était, on va dire, entrepreneur. Mais ils se sont beaucoup occupés de moi. Et puis, je mettais en rayon, j'allais chercher de la marchandise, etc. J'étais vraiment, c'est un truc qui me plaisait, quoi. Là, je t'en parle, j'ai encore cette odeur de l'épicerie, si tu veux, qui est en moi. Et Excellent. j'ai compris rapidement, Dylan, que
Je voyais la vie de mes grands-parents, ils étaient indépendants. Ok, ils faisaient beaucoup d'heures, Mhm. mais par contre, ils géraient leur vie comme ils l'entendaient. Tu vois. Et il y avait cette liberté aussi. Tu vois, ils n'étaient pas enfermés dans un bureau ou une entreprise, comme tu sais si bien. Et je voyais la différence avec le côté paternel, si tu veux, où tout le monde était salarié, était ouvrier, etc. Et je me disais, voilà, moi, c'est plutôt ce style de vie qui m'intéresse, quoi. Donc, j'ai commencé sincèrement à devenir entrepreneur, on va dire, vers l'âge de, on va dire, 13 14 ans, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Du coup, c'est vrai que c'est finalement, je pense que dans la vie, assez tôt, on commence à entrevoir des choses, à comprendre des fonctionnements. Et donc, je pense que ouais, c'est à ce moment-là, peut-être que toi, tu as pris conscience que l'entrepreneuriat et le salariat, c'était deux styles de vie. Même si peut-être on ne mettait pas des mots à ce moment-là sur ça, tu comprenais qu'il y avait peut-être deux chemins différents de vie à ce moment-là, finalement. Mais je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, il y a, je ne sais pas si c'est ton cas, tu vas me le dire. Pour ma part, j'ai toujours eu un peu de mal avec la hiérarchie, si tu veux. Je suis quelqu'un qui aime gérer les choses comme je l'entends, tu vois. J'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et l'entrepreneuriat, c'est pour ma part le meilleur moyen de construire sa vie comme tu l'entends, et peu importe d'où tu viens, tu vois. Que tu sois ta couleur de peau, black, blanc, jaune, ta religion, ton nom, tu sois hétéro, homosexuel, ça on s'en fout, quoi. C'est vraiment ce que tu vas réussir à créer. Tu as vraiment la possibilité de construire ouais, construire tu sculptes ta vie et c'est ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. Ouais, effectivement, tu as une liberté finalement que tu peux construire via l'entrepreneuriat. Alors, tous les business peut-être ne se correspondent pas, mais finalement, tu as le choix de choisir le business que tu veux entreprendre et donc construire la vie que tu veux à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que bon, il y a des avantages qui se créent tout de suite, comme le fait de ne pas avoir de responsable hiérarchique. Si on a plus ou moins de mal avec ça, ce qui peut être également mon cas, effectivement, l'entrepreneuriat se tourne plus par rapport à nous. Ok, donc déjà rapidement, effectivement, tu te fais une idée. Tu me dis que tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, ça se fait à 13 14 ans. Par quel business tu commences à cet âge-là? Le premier business que j'avais mis en place à l'époque, c'était vraiment au moment de l'arrivée du hip-hop, de Sectora, euh, des groupes de rap. Il y avait un phénomène avec les polos Lacoste. D'ailleurs, je suis toujours resté chez Lacoste. Et c'était les petits bidouillages, hein. On achetait les polos des darons dans le quartier. On nettoyait, on repassait, on revendait d'occasion. C'était les premiers pas. Après, on trouvait toujours de l'argent à faire, si tu veux. J'avais un carnet et je notais toujours ce qu'on me demandait. Quand il y avait quelqu'un qui voulait une console de jeu d'occasion, etc. Je notais, j'essayais de trouver, je faisais de l'argent en fait comme je pouvais. Et c'est pour ma part la meilleure définition de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, de métier. C'est tout simplement de se dire, voilà, je vais me débrouiller avec les moyens du bord pour générer de l'argent, quoi. Et là, tu as le mindset entrepreneur, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Tu regardais pas juste à ce moment-là. Je fais c'est l'état d'esprit quoi. Finalement, déjà dès petit, ou dès assez jeune, tu avais cet état d'esprit-là de business, d'entreprendre et de voilà de créer de la valeur, des choses comme ça quoi finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le point fort qu'il y a eu, même si à l'époque où j'étais enfant, ça a été assez compliqué, mais après, ça s'est révélé être la meilleure chose dans ma vie, c'est de me dire, mes parents ne sont pas en situation confortable, donc je dois me débrouiller pour faire de l'argent, quoi. Donc, je faisais des petits jobs, j'allais travailler chez mes grands-parents. À l'époque, c'était quelques dizaines de francs, mais c'était énorme pour moi, tu vois. J'avais de quoi mettre de côté, et puis pouvoir m'acheter des choses en fonction du. J'ai toujours eu le goût au travail, et ça, c'est super important. L'entrepreneuriat, ok, tu as la liberté par rapport à un salarié, ça c'est sûr, mais par contre, tu vas travailler 2 fois plus qu'un salarié, quoi. Ouais, mais c'est ça, je rebondis par rapport à ce que tu dis. C'est intéressant, c'est que tu dis que finalement, voilà, tes parents n'avaient pas forcément les moyens comment dire, euh, peut-être de te couvrir de cadeaux ou d'un style de vie, peut-être, mais par contre, finalement, tu en as fait une force de tout ça et tu t'es donné, toi, les moyens de vivre ta vie en commençant à créer des choses, quoi. C'est ça. Donc, ça, c'est. Tu Exactement. as fait d'une difficulté une potentielle force, quoi. Exactement, je pense que ça sert à rien. De toute façon, le principal, c'est qu'il y ait de l'amour dans ta famille, que les gens t'aiment avec ça, tu fais énormément de choses. Et je pense que c'est ça. Je vois ça avec ma fille. J'évite de, on va dire, tu connais l'expression pourrir les enfants.
j'évite de, même si ça me fait très plaisir de lui faire plaisir, mais j'évite de trop la gâter parce que c'est pas une solution en fait. Tu dois apprendre le goût de l'effort, le goût de. Tu veux obtenir quelque chose, il faut transpirer pour l'avoir. C'est, pour ma part, je pense que c'est important. Et peut-être que si j'avais eu beaucoup de moyens, je n'aurais jamais été entrepreneur. J'aurais pris un autre chemin, quoi. Ouais, et puis avoir de la valeur au niveau des choses, la valeur du travail, la valeur des objets, la valeur de la réalité, et ne pas être Exactement. déconnecté finalement de cette réalité-là. Ok. Bon, c'est intéressant. Donc ça, c'est aux alentours des 13-14 ans. J'imagine que tu grandis. L'école, ça se passe bien? L'école, ça s'est jamais très bien passé avec moi. Je j'accroche pas au système scolaire. À l'époque, déjà, je suis, on va dire, hyper actif. Je ne peux pas rester assis sur une chaise. Mon esprit part toujours. Je, d'ailleurs, je sèche énormément les cours. J'y vais le matin, l'après-midi, je suis plus à l'école. Il n'y a aucun professeur qui m'a réellement donné le goût à l'école, quoi. Ça, c'est un truc qui n'a jamais accroché, quoi. Ok. Intéressant, intéressant. Pareil, on continue, on continue. À quel moment, tu vois, parce que c'était finalement des business, mais des petits business, c'était là où un petit peu d'argent par ici, j'irais un peu dire à droite, à gauche, mais à quel moment tu t'es dit, ah, ça y est, je mets le premier pas dans l'entrepreneuriat, dans un business solide? Pour être clair avec toi, à vouloir vraiment aimer le business, la seule chose que je voyais autour de moi, une fois que j'avais quitté mes grands-parents, après, je me suis retrouvé à vivre avec mon père, puis avec ma sœur. Et après, je prenais des exemples qui n'étaient pas forcément les bons. J'avais des exemples là où j'habite de personnes qui faisaient du business. C'était du business qui était, on va dire, pas du business clean. Donc, je commençais à emprunter ce chemin-là, si tu veux, parce que le seul exemple que j'avais pour faire générer de l'argent, c'était justement les business, comme tu sais, on va pas se voiler la face, ça touche avec de la contrefaçon, avec, tu vois, on va dire le cannabis, etc. C'est ce que tu voyais, c'est ce que je voyais autour de moi, en fait, hein. Les personnes qui faisaient du business, qui étaient dans ma situation, qui arrivaient à avoir un bon train de vie, empruntaient ces chemins. Ok. Je n'avais pas forcément envie d'emprunter ce chemin parce que j'avais conscience de là où ça amenait, si tu veux. À un moment, de toute façon, tu vas payer le prix de ce que tu as fait et tu vas perdre certainement beaucoup plus que ce que tu as gagné. Ça, j'en avais conscience. Mais quand je voulais créer une entreprise, je trouvais par exemple un concept et quand je voyais en face les charges qu'il y avait, les impôts, enfin, tout ce que tu as payé, le système français, je me disais non, je ne vais jamais m'en sortir, quoi. Il me manquait le produit qui allait me permettre de créer ce business, quoi. Donc, arrivé à l'âge de 21, 22 ans, c'est là que j'ai trouvé ce fameux produit qui m'a lancé sur le business, quoi. Ok, ok. Et ce produit-là, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, ce produit-là, Dylan, je suis chez moi, j'ai un ami qui arrive de mon quartier, il vient de passer l'après-midi avec d'autres amis qui viennent de Paris, et il me dit, il faut absolument que tu nous trouves cette moto, c'était une pocket bike, une mini moto, ça s'arrachait à l'époque, ça coûtait entre 300 et 350 euros. J'avais toujours on venait me voir pour les bons tuyaux, si tu veux, les bons business, on savait que j'allais trouver ce produit-là moins cher. Et en fait, de cette simple idée, cet ami, c'est un frère pour moi, on a grandi ensemble. Je me suis intéressé à ce produit. Quand j'ai vu que ça coûtait entre 300 et 350, je me suis dit, bon, on va aller voir en Allemagne, on doit pouvoir acheter ça en lot, on va voir comment ça se passe. En Allemagne, déjà, on arrivait à toucher le produit entre 150 et 180 euros. Intéressant. Je me suis dit, je vais aller voir en Chine. Et en Chine, ça coûtait 75 dollars à l'époque. La conversion a été très bonne, le taux de change, ça donnait 50 euros, quoi. Je me dis, attends, un produit à 50 euros en Chine, même si j'ai du transport, même s'il me revient aussi cher en transport, je vais payer 100 euros pour en gagner. Et Je vais cher gagner. prend plus d'importance là, à ce moment-là, quoi. Et là, je me retrouve dans le truc à apprendre comment apporter un conteneur, etc. Et la magie démarre de là. Je prends la vague à ce moment-là, quoi. Ok, cool, cool. Donc là, j'imagine, et je le sais, c'est pour ça que je te demande, succès. Succès, 1 million d'euros la première année, en partant avec. Parce que c'est pareil, je veux importer un conteneur, mais j'ai quoi? J'ai 3 000 euros dans les poches. Donc, le conteneur à l'époque coûtait 15 000 euros livré. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et c'est vraiment un chiffre rond, tu vois, livré avec taxes, etc. Il y en avait pour 15 000.
il y avait exactement 156 motos et c'était des répliques de motos de course en fait. Mm. Et donc, je me retrouve à faire un prêt étudiant de 9 000 euros. C'est la chose qu'on m'avait accordé. C'était déjà sympa à l'époque de m'accorder ça. Donc, j'avais 9 000 plus 3 000 et il me manquait encore donc 3 000 euros pour faire ce fameux conteneur que mon cousin et mon père m'ont dépanné le temps que je fasse des bénéfices. Et ce premier conteneur s'est lancé comme ça et ça a été un succès dès le départ. Ok, intéressant. Parce que finalement, tu avais les deux choix à chaque fois, l'entrepreneuriat, le salariat. Ensuite, tu as eu le côté dark, le côté business illégal, ou alors le côté légal. Si tu avais un conseil à donner peut-être à une personne qui a aussi la vingtaine, qui a des exemples qui ne sont pas forcément très bons autour d'elle, et tu le sais, tu l'as dit, tôt ou tard, même si on fait de l'argent dans un premier temps, le business illégal rattrape généralement quand même les gens. Est-ce que tu as peut-être un conseil à cette personne-là qui tomberait sur cette vidéo par hasard pour l'aider et lui donner ce déclic-là, quoi? Ma première création d'entreprise, donc mon premier succès, m'a ouvert les yeux. À l'époque, peut-être que si on m'avait parlé de ça, j'aurais peut-être pas cru. Mais l'entrepreneuriat, de façon légale, c'est rentable et ça peut changer ta vie. Et surtout, ça va te permettre de bien dormir. Alors qu'emprunter des chemins, d'ailleurs, où tu penses que c'est de l'argent facile, c'est de l'argent très compliqué. Il y a beaucoup de risques. Les personnes dorment mal. Il y a des risques en permanence, alors que tu peux construire un business solide dans la légalité qui va te permettre voilà, d'avancer dans la vie. Et ça existe, il y en a beaucoup et on ne le dit pas assez, mais le business, moi personnellement, ça m'a remis dans le droit chemin. C'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a recadré, qui m'a formé. J'étais pas intéressé par l'école. Je me suis retrouvé à devenir quelqu'un qui ouvre des livres, qui apprend beaucoup, qui a envie, qui a un haut degré d'enseignabilité. Grâce à l'entrepreneuriat, ça a transformé ma vie. Pour ma part, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le métier des hommes libres. Ok. Bah, franchement, c'est super intéressant ce que tu le dis et je vais aussi prendre le relais. C'est qu'aujourd'hui, Fabien te raconte son parcours et je ne sais pas qui regardera cette vidéo, mais peut-être que tu es dans la situation qu'on vient de citer. Et Fabien, s'il te raconte ça, il a rien à gagner à te raconter ça. Ok. Vraiment, il a rien. Voilà, c'est une vidéo simple, une discussion, il a rien à gagner. Donc, c'est que ça peut réellement changer ta vie. Et bien sûr, c'est pas simple, mais tu vois aussi qu'il y a des inconvénients dans l'autre côté qui sont pas forcément très bons. Donc, à toi de faire ton choix, mais sois-en conscient et il y a des responsabilités après à assumer. Ok, donc merci Fabien pour ces mots-là. Donc, tu commences à vendre des motos, super. Ça dure combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, tu fais plus ça. Ça dure combien de temps ce business? Alors, j'ai fait les mini-motos, j'ai fait je te les nommé tout simplement les pocket bike route. Le Ok, second conteneur, c'était des pocket bike cross. J'ai été précurseur dans les quads d'enfants. ok, Je vais créer plusieurs marques sur le marché. J'ai également été précurseur sur les scooters chinois. ok. On est arrivé avec un produit, les scooters coûtent entre 1 500 et 2 000. Nous, on est arrivé avec un produit entre 500 et 700 euros. Donc, on a vraiment inondé le marché avec ça. Le quad homologué également. J'avais des marques d'accessoires. Je suis parti aussi sur des marques d'outillage, c'est-à-dire tronçonneuses, caisses à outils, des broussailleuses. Bref, on avait vraiment développé. On est monté à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait plusieurs milliers de véhicules. Je crois que le pic était à 8 000 véhicules au pic du business. On faisait de l'export aussi sur le Maghreb, enfin tout en Europe. C'était vraiment une société solide. On était à plus de 10 personnes. Je vendais à la fois aux particuliers. J'avais un showroom entrepôt de 2000 mètres carrés que j'ai toujours qui est en location d'ailleurs aujourd'hui. Et on vendait donc aux particuliers, on vendait sur Internet et on vendait aux professionnels. On alimentait en fait des réseaux, des boutiques, des magasins avec nos produits. Donc ça a duré quelque chose comme 9 ans à peu près, ce business-là. Et sur les 2 dernières années, ça a commencé à décliner la vague. Ça va très vite. Tu sais, ce produit, on dit généralement, il y a une mode, quand ça dure 10 ans, c'est très bien. On est à peu près là. Je suis arrivé au pic de maturité, comme tu connais, et après, Après, il y a eu… Exactement. Ok. Comment elle se passe la transition du coup? Tu continues dans l'import-export? Tu passes sur autre chose? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, la transition à ce moment-là, Dylan, il faut savoir que pendant ces 9 années, j'ai toujours été dans le combat avec les encours bancaires, tu vois, il y avait aucun financement. À part ce prêt étudiant, il n'y avait aucun suivi des banques. Donc, il a toujours fallu batailler avec eux pour avoir des encours, des lignes, etc. Donc,
Quand le business va bien, tu acceptes le combat, il n'y a pas de souci, tu sais que tu vas générer du cash, ça fait partie du jeu. Par contre, quand le business commence à devenir un peu difficile, que tu vois que ça vend moins, bref, que tu as du mal à tirer des bénéfices, qu'en plus il faut te battre, j'ai commencé à me fatiguer. Je pense que j'ai baissé les armes à ce moment-là. Et j'ai senti qu'il y avait ce business qui était en train de tourner. Il y avait moins d'intérêt. On avait perdu des revendeurs. Il y avait beaucoup de liquidations judiciaires dans notre réseau. Donc, je me suis dit, bon, on perd quand même des gros clients. Chaque année, on perdait des gros acteurs. Et les clients qui restaient, c'était plus aussi gros qu'avant, on va dire. Ça travaillait, mais pas comme au pic de ce business, quoi. Donc, je me suis dit, là, il va y avoir la descente. Je le sentais. Je me suis dit, bon, tu vas aller dans le mur, hein. On sait ce que ça va donner. Je me suis dit, il faut quelque chose à ce moment-là pour… Attention, quand tu perds ton business, tu perds ton bébé. Si tu fais rien à côté, c'est une tempête qui va être très délicate. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux trouver comme business en même temps pour… Premièrement, on parlait beaucoup de moi comme de la success story. J'avais des petits articles de presse sympas. Il y avait donc l'ego qui était en jeu aussi. L'ego qui est un ennemi, attention à tous pour l'ego, mais il y avait quand même l'ego. Parfois, c'est positif et de nombreuses fois, il peut être négatif, mais cette fois-ci, ça m'a permis de me dire, Dylan, je ne vais pas abandonner quand même. On me met en avant comme quoi je suis un entrepreneur à succès. Je ne vais pas baisser les armes. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire? J'adore la musculation, j'adore le fitness. Il n'y avait rien dans mon secteur. Je vais créer quelque chose en important mes machines et ça va me permettre de traverser cette tempête parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, quoi. Donc, j'ai ouvert un concept de gym. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. On a fait venir, tu connais Enzo Fukra, Jean-Onche le Musclé. C'était une belle réussite cette salle de sport. C'est vrai que non, je suis dans le milieu de la musculation aussi, donc effectivement, les noms. J'avais vu tes biceps sur Facebook. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça va te parler, quoi. Et donc, ça a été une très belle réussite. J'ai monté aussi un club de boxe amateur et professionnel. On a organisé des strongmen, on a organisé des galas internationaux. C'était vraiment un moment super cool. Et j'avalais la pilule parce que j'étais en train de tout perdre au niveau business. Alors, à ce moment-là, je n'avais plus envie de faire d'import-export. J'étais un peu écœuré. Je ne voulais plus entendre parler. Pourtant, on me proposait plein de business pour m'associer avec des entreprises chinoises, mais j'en avais complètement ras-le-bol. Avec la tempête que je traversais, il fallait que je passe à autre chose. Je voulais mettre l'import-export de côté, si tu veux. Ouais, et puis comme tu l'as dit, je pense que ça faisait 9 ans, 9-10 ans que tu te battais entre les fournisseurs, les banquiers, etc. Enfin bref, je pense qu'à la fin, tu as peut-être aussi envie de prendre un break peut-être pour mieux repartir. Et en l'occurrence, c'était à ce moment-là qu'il fallait que tu… Ouais, il y avait le fait aussi que j'étais dans une boîte d'import-export et j'avais complètement délaissé la partie locale de mon business. Tu vois, je voyais personne. Je suis souvent en voyage. Et là, le fait de remonter un business qui était complètement différent, parce que ce business-là était du service à la personne, la salle de sport, où je créais des liens. Alors financièrement, ce n'était pas un super coup. Mais par contre, sur le plan humain, ça a été fantastique. J'ai beaucoup encore appris sur la psychologie du sportif aussi. Et puis, ça m'a permis de traverser justement, quand je voyais que je perdais, que je commençais à tribunal de commerce, etc., interdiction de gérer. Cette salle de sport, ça m'a permis vraiment de traverser cette tempête. J'étais avec des amis, des gens que j'appréciais en majeure partie. Tu crées cette salle de sport, actuellement, tu ne l'as plus. Ça dure combien de temps? Cette salle de sport, maintenant, elle est utilisée par la franchise Wake Up Form. Je ne sais pas si tu connais. Ça me dit rien, il n'y a pas ça dans ma région. D'accord. C'est Wake Up Form qui a racheté les murs de cette salle de sport. Je me rends compte d'une chose, c'est que cette salle de sport, elle est super sur le plan humain. Ouais. Par contre, j'ai un déclic. La première année, je suis super heureux. Deuxième année également. J'avale la pilule en fait de tout ce qui s'est passé avec cette boîte d'import. Mais je me rends compte que je suis en train de régresser en fait. J'ai ce déclic au bout de la deuxième année. Je me dis, attends, là, on ne te propose plus de business, Fabien. Tu ne vas plus en Chine, tu n'es plus au contact de tes réseaux. Personnellement, tu sentais que tu régressais personnellement? Ouais, tout à fait. Au niveau business, je progressais sur le point de vue sportif, etc. Mais c'était du petit business. Je passais de 2 millions avec une affaire à l'international et du service à la personne dans une ville de 5000 habitants. Tu vois un peu
la différence de business, quoi. Et puis, j'allais au salon du body, tu vois. J'allais au salon du body et je voyais les importateurs, les marques. Je me disais, ma place, en fait, mon rôle, moi, c'est ce type de boulot. C'est pas gérant d'une salle de sport. C'est pas bien ce que je vais dire, mais mes compétences, j'avais plus de compétences que de gérer une simple salle de sport. C'est déjà beaucoup de boulot, attention, mais j'avais tellement magasiné de choses avec l'import-export, Dylan, que mon métier, c'était à la limite de créer une marque de machines de musculation, de distribuer à un réseau, à la limite, ça aurait pu coller, quoi. Ouais, mais c'est clair, je te rejoins complètement. C'est que tu avais, déjà beaucoup d'expérience, tu avais eu du management puisque tu avais 10 salariés. Enfin, tu avais quand même emmagasiné pas mal d'expérience, pas mal de compétences. Et effectivement, tu passais sur deux business totalement différents. Et donc, il y avait un manque. Ok, je comprends. Ouais. Et ça me fait sourire parce que j'avais des amis qui me disaient, dont un ami qui me disait, Fabien, en ce moment, je trouve depuis quelque temps, tu es en train de. Tu étais bien parti, mais là, je trouve que ça me piquait à vif. Mais il avait raison, tu vois. Même Ok. si sur le coup, j'étais vraiment pas content de ça, mais je trouve que tu es en train de te reposer, tu fais plus de grosses choses comme avant. Et Ça, puis, là, ça me. là, ici, tac. Voilà. Et puis, je me dis, on me propose de racheter cette salle de sport. Je suis pas du tout vendeur à ce moment-là, mais on me propose de la racheter. Je m'imagine, tiens, si je vends cette salle, qu'est-ce que je vais faire? Et je repense à l'import-export, en fait. Ça me manque, en fait. Hmm. Je me dis, je vais aller en Chine, je vais trouver des produits et puis je vais refaire du business. Et je me dis, avec tout ce que j'ai traversé à ce moment-là, à la fois mes réussites, mes échecs, je me dis, j'ai vraiment une vision globale de l'entrepreneuriat, ce qui manque à beaucoup Ouais. d'entrepreneurs et même de coachs sur le business, parce que la réussite, c'est bien, mais c'est dans les échecs que tu apprends le plus. Les échecs sont vraiment formateurs. Et je me dis, j'ai réussi à traverser cette tempête. C'est pas dit à tout le monde non plus. C'est très compliqué. Donc je me dis, pourquoi pas essayer d'inspirer à la fois les personnes qui veulent démarrer dans le business, à qui on a fait croire qu'ils étaient des bons à rien, et les entrepreneurs qui tombent, à qui on a fait croire que ça allait être impossible de se relever. Je me dis, j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. J'ai les compétences. Ouais. Et donc, je lance ma chaîne YouTube, Dylan. Je vais en Chine faire revoir mes fabricants, donc j'en profite pour faire des vidéos. Je vois très bien que lorsque je parle motivation, bon, ça intéresse parce que c'est mes amis, mon réseau qui regardent, mais avec la différence de lorsque je poste une vidéo sur l'import-export, où là, ça fait vraiment beaucoup de vues, je me dis, bon, l'import-export revient, quoi. C'est vraiment dans ça qu'il faut que je continue. Et au moment de vendre la salle, un mois avant, de vendre enfin, avant de quitter cette salle de sport, pardon, parce que la personne qui a repris la salle n'a pas eu le financement tout de suite, ça a traîné plusieurs mois, mais je partais en Asie en fait au mois de septembre. Je décidais de quitter la France pour faire ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'est-à-dire mon activité de coaching et de speaker pour essayer de motiver un maximum et de business. Et un mois avant, on me propose d'aller sur Bordeaux pour faire un conteneur de vin pour des Chinois, 10 000 bouteilles. Donc l'import-export, encore une fois, mon réseau qui me l'envoie, ça tombe tout seul du ciel, quoi. C'est vraiment un signe d'un nouveau cycle qui arrive. D'accord. Et ces 10 000 bouteilles sont transformées en 100 000 bouteilles de vin. Et on fera 1 million de bouteilles avec ces Chinois, voilà, ces partenaires chinois. On a dépassé le million de bouteilles avec vendues sur la Chine, sur Taïwan, sur Macao, sur la Malaisie, sur la Thaïlande, distribuées Hong Kong également, tout ça, quoi. C'est génial, c'est incroyable. Bah, après, c'est vrai que tu avais fait pas mal d'années dans l'import-export, donc finalement, c'est ton réseau qui a réussi à payer, d'où l'importance de l'entourage. On en parle souvent pour les entrepreneurs, mais finalement, on voit que ça paye parce que tu as des choses comme ça, des opportunités de business qui arrivent parfois et qu'il faut savoir saisir, bien évidemment, mais qui peuvent se. Exactement. Et c'est ce groupe-là qu'on m'a mis sur le chemin qui va me permettre de faire mes premières conférences. Complètement. Et ça, je veux que tu le racontes parce que quand je l'ai entendu, j'ai dit c'est pas vrai, c'est pas possible. La façon dont c'est arrivé, moi, je l'ai trouvé incroyable. Je dis le mec, quoi. Et non, c'est génial. Donc, ouais, comment. Alors, tu as trouvé ça comment? Dis-moi, tu as trouvé ça osé, culotté? Dis-moi comment tu as trouvé ça. euh, je prends vraiment le temps de réfléchir pour essayer de trouver les mots justes, mais tu as été opportuniste. Et c'est quelque chose, déjà, moi, je trouve ça incroyable et c'est une qualité pour moi de l'entrepreneur, c'est savoir saisir les opportunités. Tu es passé à l'action également. L'action, bon, on ne cessera de le répéter, mais c'est la base, passer à l'action. Je le dis à chaque fin de vidéo, passer à l'action maintenant. C'est pas pour rien.
Et ouais, t'as eu un brin de culot, mais c'est magnifique. Moi, on se serait cru dans un film. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un film, quoi. C'est la réalité, et c'est juste magnifique. Vous connaissez forcément Richard Branson, le boss de Virgin. Il a écrit dans plusieurs, puis il a dit dans plusieurs articles justement que quand il y avait une opportunité, il fallait la saisir. Même si tu ne savais pas le faire, il fallait la saisir et apprendre comment faire ensuite. Ça, c'est une belle explication de l'entrepreneuriat. Quand il y a quelque chose qui passe devant toi, tu prends. Si tu ne sais pas le faire, tu vas apprendre. Hein. C'est pas plus bête qu'un autre. Et en fait, en acceptant ce business de vin, je suis en Thaïlande à ce moment-là, c'est le 26 décembre où j'ai rendez-vous avec les boss que je ne connais pas, hein, je ne les ai jamais rencontrés. Grosse boîte, c'est impressionnant, des gros businessmen asiatiques qui me proposent en fait de venir travailler avec eux. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va être. Je ne sais même pas. Ils me demandent combien tu veux pour venir avec nous. D'abord, il fallait que je sache qu'est-ce que je vais faire exactement. C'était un peu flou. Dieu, tu vas nous acheter du vin partout. Tu vas aller partout en Australie, en France, partout il y a du vin. Tu vas nous en acheter. On prévoit ils voulaient faire leur objectif, c'était 20 à 30 millions de bouteilles. C'est énorme. Wow. Ouais. Voilà, ils rachetaient des boutiques, etc. Ils vendaient sur le net également. Ils ont construit vraiment quelque chose de costaud. Et ma fille est arrivée de France. J'ai retenu cette date parce qu'on avait été plusieurs mois sans se voir. Donc, on passait le nouvel an ensemble en Thaïlande. Et j'allais à Hua Hin. C'est dingue les coïncidences parce que j'allais à Hua Hin et il venait d'acheter un hôtel à Hua Hin. La vie fait que c'est comme ça. Ouais. Il m'a dit, tu vas là-bas, ok, on t'invite. On réserve pour toi, il m'a dit. Alors, je me dis, attends, ils vont me prendre une chambre. Je fais attention au niveau budget à ce moment-là. Je suis en train de voir le chemin que je vais emprunter. Et il me dit, non, ça va aller. Je préfère, financièrement, je préfère choisir mon hôtel. Je suis cash avec eux, quoi. Il me dit, non, mais tu es invité pendant une semaine avec ta fille, 10 jours, tu restes autant que tu veux. Et tu réfléchis à notre proposition. Et je suis au bord de la piscine, j'apprends ma petite à nager. Et j'ai vu des bus arriver, des bus chinois. Et je ne sais pas du tout ce que c'est, franchement. Et j'entends quelqu'un au micro qui est en train de motiver des troupes, des groupes de vendeurs. C'est plus fort que moi, Dylan. Je m'esquive. Je vais voir à la porte. Qu'est-ce que c'est? Et là, je vois un mec qui est sur scène. Ils sont à plusieurs. Ouais, j'envoie un message à plusieurs personnes. Ils me disent, ouais, ils font du MLM, ils font du dev perso sur la motivation aussi. Il y a plusieurs secteurs d'activité dans l'entreprise. Et il y a la mère de ma fille qui est là. Et je lui dis, attends, l'entreprise, elle fait ce que j'ai envie de faire en fait. Je prends mon téléphone, j'envoie un message au boss, Dylan, et je lui dis, donc, tu as des speakers. Il m'explique ce qu'il fait exactement. Je lui dis, ça tombe bien, je suis speaker. On va dire que je souhaitais être speaker. J'étais un peu en avance sur le timing. Et il était déformé, quoi. Voilà, j'avais pas encore, on va dire, cette attraction qui avait été, qui avait été créée, quoi. Mais bref, j'ai saisi, il y avait une occasion, tu sais, c'est comme si tu as envie de chanter, il y a quelqu'un à côté de toi qui a une maison de disques, tu vas pas passer à côté, tu vas lui dire que tu sais chanter, que tu veux chanter, quoi. Ouais, et puis c'est ça. Finalement, des fois, la vie fait qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous et à tout le monde. Ça, j'en suis persuadé. Il n'y a personne qui n'est épargné par la vie. On a tous des choses à saisir. Il faut savoir les voir, premièrement, et aussi il faut avoir le courage d'y aller. Je suis totalement d'accord avec toi. Et finalement, ça a été le cas pour toi et tu l'as très bien fait. Et finalement, ça te réussit aujourd'hui, c'est clair. Des opportunités, je pense qu'on en voit passer tout le temps. Je ne vais peut-être pas dire tous les jours, Dylan, mais tout le temps. Tu vois, c'est comme ces mini-motos. En fait, tu es connecté ou pas connecté. Tu vois passer, mais ça te fait tilt ou pas tilt. Ça dépend de ton mindset de la journée, ça dépend le produit en question. Mais on te propose plein de choses. J'aurais pu laisser passer les mini-motos, je ne serais jamais devenu entrepreneur. J'aurais pu laisser passer cette opportunité de devenir conférencier, je ne serais jamais monté sur scène. Il faut savoir la saisir, il faut saisir la chance au passage. C'est clair, c'est clair. J'entends souvent des personnes qui disent ouais, c'est une question de chance. Mais on le voit tous et on entend tous des personnes qui disent tiens, ça serait un business super, tiens, ça c'est une opportunité pour moi, etc. Et à chaque fois on les entend, mais finalement on a envie de leur dire mais t'attends quoi? Vas-y, fonce, chope là en plein vol. Et vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que
toi qui regarderas cette vidéo aujourd'hui, si tu vois que tu as une opportunité, si tu vois que tu as quelque chose qui te brûle au fond de toi et que tu as envie de te lancer, que tu as peur, c'est normal, on a tous des peurs et celui qui dit qu'il n'a pas peur, à mon avis, c'est voilà, se mentir. Mais on a tous des peurs, mais fonce. Je le dis souvent, on n'a qu'une vie. Une fois qu'elle sera passée, ce sera trop tard et tu auras énormément de regrets. Alors, s'il y a quelque chose qui te brûle au fond de toi et que tu as envie de la choper, prends-la tout de suite. Voilà. Totalement d'accord avec toi. Et je vais rebondir sur deux choses pendant que tu me parlais. J'ai imagé une chose. Je pense que la chance, si j'avais à te décrire la chance, c'est comme si il y a une falaise, tu dois faire un saut dans le vide pour joindre la falaise d'en face égale la chance. Tu es obligé de prendre un risque, tu es obligé d'oser quelque chose pour justement aller attraper cette chance. Ouais, bien sûr. Les personnes qui voient des opportunités, ils font rien. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas ce fameux risque, tout simplement. C'est un risque d'entreprendre, mais par contre, quand tu prends ce risque-là, tu te mets dans une mécanique où tu vas avoir beaucoup d'opportunités, d'occasions, de rencontres sur ton chemin qui vont te permettre d'aller à ton but, justement. C'est clair. Non, mais c'est clair, c'est que bien sûr, c'est tout le monde. Et la preuve aujourd'hui, c'est que tu t'es lancé en entrepreneuriat et on se rencontre aujourd'hui. Mais moi également, du coup, c'est surtout moi aujourd'hui qui, c'est un honneur, comme je te dis, pour moi de t'interviewer. Et finalement, si j'y pensais avant l'interview, si tout ce que j'avais mis jusqu'à aujourd'hui bout à bout, je ne l'avais pas fait, finalement, j'aurais jamais eu cette rencontre avec toi. Donc c'est clair, c'est qu'il va y avoir des risques, c'est sûr, mais il va y avoir aussi des belles rencontres, des belles opportunités, des belles réussites. Donc ça vaut le coup. Ok. Donc, on a eu le cheminement finalement de ta vie, comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. On voit qu'il y a eu des hauts, on voit qu'il y a eu des bas également, des tempêtes, des succès. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez le succès pour beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Et moi, le premier, je vous montre le beau côté des choses et c'est normal parce qu'il faut aussi donner de la motivation et faire rêver les gens. Mais il y a aussi l'arrière et parfois, c'est pas forcément tout le temps marrant, c'est pas tout le temps fun. Il y a aussi des moments qui sont assez durs, mais il y a des moments de joie, comme on l'a dit également. Donc voilà. J'ai 5 questions pour terminer cette interview. Tu y réponds pas, c'est comme tu le souhaites, mais j'y vais avec la plus grande des authenticités comme d'habitude. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as un pourquoi profond? J'en parlais tout à l'heure du truc qui te brûle. Est-ce que tu as un pourquoi profond qui t'a fait vivre cette vie, qui te fait te pousser chaque jour à l'action? Est-ce que tu as un truc vraiment profond? Ouais, le moteur, je pense que mon moteur principal, ce qui a boosté ma vie, c'est cette phrase lorsque j'avais 6 ans, cette phrase où on m'a dit t'es un bon à rien. Wow. Et ça, c'est vraiment ce moteur, c'est la plus belle phrase qu'on a pu me dire, même si elle était violente à l'époque. Cette phrase, elle a formé en moi, tu vois, cette énergie. À la fois pour réussir, mais aussi pour mon pourquoi à moi, c'est de réussir à révéler le talent qu'il y a à l'intérieur des personnes chez qui on a dit justement t'es un bon à rien, tu n'arriveras à rien ou tu peux pas le faire, etc. Les gens ont de la magie en eux, les gens ont des talents, tout le monde a un don. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Chacun a un talent à l'intérieur de soi. Malheureusement, on ne vous a pas donné la chance de le développer, que ce soit au niveau scolaire. On t'apprend à devenir un bon soldat, on ne t'apprend pas à développer ton talent naturel. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est de porter les gens. C'est vraiment mon moteur, en fait, si je réponds à ta question, si tu penses que j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est exactement le genre de réponse que je voulais entendre parce que des fois on entend, tu sais, ah bah moi c'est parce que j'ai envie de liberté, choses comme ça. Non, mais ok, c'est cool, ça va un instant, mais il y a un moment donné, si on fait tout ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un truc bien plus profond qui nous prend les tripes et c'est ok, moi c'est la réponse que je voulais. Quel est ton plus grand échec, difficulté, vraiment un moment intense et qui a été dur, mais qui t'a aussi également servi comme plus belle leçon? Alors, tu nous as appris cette phrase-là qui était très dure. Est-ce que tu as un autre moment peut-être où ça a été dur, mais ça t'a vraiment servi, tu en as tiré une leçon après pour la suite? Vraiment, la période la plus difficile, c'est quand tu passes de beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, à il n'y a rien du tout ce mois-ci. Ou tu viens de prendre ton interdiction gérée, ou tu te rends compte là que tu n'as plus tes équipes. J'étais arrivé à un point où j'avais, tu sais, c'était très confortable. J'avais des personnes qui faisaient femme de ménage, j'avais le jardinier, j'avais quand j'allais quelque part,
pouvais avoir un chauffeur qui m'amenait. J'avais vraiment une vie très confortable. Je, je pense même très chanceux de là d'où je viens d'avoir une qualité de vie comme j'avais. À retrouver une vie lambda, si tu veux, c'était très compliqué, franchement. Ouais. Voilà, la descente, je me rappellerai toujours de ce moment où j'avais pas de quoi chauffer la maison, si tu veux. Et je devais voir ma fille. Et j'ai menti à ma fille en lui disant, voilà, j'ai un rendez-vous, on devait aller manger un McDonald's et puis manger à la maison. Et je lui ai menti en lui disant que j'avais un rendez-vous. J'ai été lui chercher un McDonald's qu'elle a mangé chez elle parce que je ne pouvais pas la faire venir dans une maison froide comme ça. Il faisait quelque chose comme 6 ou 7 degrés. Et je me suis dit, putain, tu as vraiment touché le fond là. J'étais assis sur mon canapé qui est juste en face de moi. Et franchement, c'était à l'intérieur de moi. Je me suis dit, il faut vraiment que là, tu te ressaisisses, mon pote, tu vois. Voilà, la partie, elle est difficile, le cycle est compliqué, mais tu vas rebondir, mais par contre, il faut que tu te bouges le cul parce que là, ça commence à être compliqué, quoi. En tout cas, merci pour la transparence au niveau de tes réponses. C'est vrai que c'est inspirant et je suis sûr que ces paroles-là aideront à certaines personnes qui se reconnaîtront dans tes mots et tes propos à relever ces moments-là. Donc, merci. Quel est le grand rêve que tu souhaites obtenir d'ici peut-être 15-20 ans, que tu n'as pas encore obtenu, mais que tu souhaites la grande vision? Je vais pas, ça va pas être un rêve de dingue. J'ai un objectif pour les 5 ans à venir. J'ai pas de visibilité sur les 10-15 ans, par contre, Dylan. J'ai une visibilité sur 5 ans. J'ai vraiment envie de mettre en place de plus en plus de stages, mais cette fois-ci sur la partie développement personnel. Je suis en train d'organiser justement un stage, j'attends que tout se calme un petit peu avec le virus, un stage à Bali accompagné d'un chaman, où en fait on travaille sur la reconnexion de la personne, sur ses racines, pour à la fois déceler son talent, son don naturel. Pour à côté, j'y greffe des experts, dont Sébastien Tissier, mon ami que tu m'as cité, des experts en marketing, en walking, en web marketing, en business en ligne. Et en fait, en fonction de tes compétences, ton talent, on va essayer de construire quelque chose ensemble. J'allie en fait le business et la spiritualité parce que c'est ces deux choses qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Sans oublier le point important, parce que quand j'explique ça, j'aime vraiment insister sur le fait que chez moi, il n'y a pas de gourou. Le gourou existe, hein, mais le gourou, il est à l'intérieur de toi, il est à l'intérieur de moi. Chacun a son propre gourou et c'est le seul qu'il faut écouter. Nous, on est juste là pour essayer de donner des outils et après, la personne est vraiment maître de son chemin et de sa destinée. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je te rejoins totalement encore une fois et c'est que on a tous en nous un parcours de vie qui fait que c'est déjà, voilà, comme tu l'as dit, finalement, c'est qu'un cheminement, hein. C'est que des conséquences de conséquences de conséquences, mais à la base, il y a déjà un noyau. Ok, super. De tout ce parcours, si tu devais te retenir une leçon de tout ce parcours, laquelle ce serait? L'humilité, mon ami. L'humilité, parce que quand le business devient facile, on a tendance à se la raconter un petit peu. On oublie que la vie est compliquée pour beaucoup de monde. J'avais oublié que la vie était compliquée même pour des personnes très près de moi. J'avais cette mentalité, j'étais devenu un jeune con où je pensais tout simplement que si tu savais pas faire d'argent, c'est que tu étais con, tu vois. Je me suis cru malin à l'époque et la vie m'a mis certainement la plus belle leçon. Elle m'a remis à ma place, elle m'a mis une bonne paire de gifles, c'est même des claques dans la gueule, on peut le dire. Et j'ai appris l'humilité. J'ai vraiment, et là je me suis dit, sur tout ce que je ferai ensuite, je garderai bien cette humilité parce que ça, c'est une force et surtout, garder en tête que la vie est difficile pour beaucoup de monde. Ok, super intéressant, effectivement. Comme tu l'as dit, l'échec, ça remet les choses en place et Ça fait du bien, tu vois. L'échec, ça permet de. Sur le coup, c'est compliqué, mais après, tu dis, j'en avais besoin, tu vois. que la vie t'envoie des signes, c'est pas pour rien, tu vois. Voilà. La vie te donne vraiment des bonnes leçons. C'est un parcours qui est super instructif. Quand tu déconnes, tu sais que tu vas devoir le payer un moment ou un autre. C'est ça que j'aime dans la vie, quoi. Il y avait une phrase dans le film Rocky et Sylvester Stallone, on peut le critiquer, mais c'est vrai il a une bonne philosophie et s'il a atteint ce succès, c'est pas pour rien. Et il dit que la vie, rien ne frappe aussi fort que la vie finalement. C'est que la vie, voilà, elle saura te remettre au bon endroit s'il le faut.
Alors là, tu parles de quelqu'un que j'adore, honnêtement, Sylvester Stallone. On peut penser que ses films sont un peu kitsch quand tu vois Rocky, alors que derrière tout ça, tu l'as dit, il y a tellement. C'est quelqu'un qui vient de très loin, son histoire est magnifique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Moi, j'ai apprécié ces tempêtes qu'il a traversées, à se retrouver à vendre son chien. Il n'avait plus rien, juste de quoi manger. Avec le succès qu'il a aujourd'hui et dans ses films, tu retrouves cette énergie. Il y a beaucoup de dev perso, de mindset Dans dans chaque Rocky. film, il y a une leçon dans chaque film. C'est quand tu regardes, il y a vraiment une grande leçon. Exactement, C'est ça. exactement. Donc, ouais, ok. Cinquième et dernière question, du coup. Allez, si tu devais donner un conseil à la personne qui regardera aujourd'hui, ça serait lequel? Un conseil. Un conseil, alors je vais te donner un conseil, toi qui nous regardes, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ça peut être compliqué, ça peut être même très compliqué. C'est jamais agréable d'être dans une situation qui est difficile, mais tout peut changer du jour au lendemain. Ça peut paraître un peu fou ce que je vais te dire, mais tout peut changer. Ça peut changer demain, après-demain, dans un mois, dans un an, et tu peux construire la vie dont tu as toujours rêvé. Et peu importe, je me répète, d'où tu viens, tu peux être d'un milieu populaire, tu peux, ok, il va falloir que tu travailles peut-être 2, 3 fois plus que les autres, mais tu peux combler ce retard et tu peux vraiment construire la vie de tes rêves grâce à l'entrepreneuriat. Mais surtout, fais le bon choix parce que quand tu déconnes, après, c'est très compliqué de te remettre dans le droit chemin. Bah, écoute, merci Fabien. Franchement, on terminera la vidéo sur ça. C'est un réel plaisir en tout cas d'avoir réalisé cette interview avec toi. Je savais que de ton parcours et ta philosophie, ta façon de penser, ça serait quelque chose d'intéressant cet échange. Et j'espère que ça motivera plus d'une personne à vraiment faire le nécessaire dans leur vie. Je mettrai du coup tous les liens pour aller voir le Instagram, le YouTube de Fabien. Merci encore à toi, Fabien. C'est moi, Dylan, qui te remercie. Tu as une très bonne énergie. J'ai passé un très bon moment avec toi. Honnêtement, je te dis pas ça pour te faire plaisir. C'est vraiment C'est bon, sincère. C'est vraiment sincère de ma part. Tu as, je pense, une belle autoroute devant toi si tu gardes cette énergie et cette lumière que tu as. Donc, je te dis à bientôt. La prochaine fois, c'est moi qui ferai une interview de toi sur ma chaîne si tu es d'accord. OK? Eh ben, je l'espère, je l'espère. OK. On vous remercie et je finirai cette vidéo du coup, comme je finis toutes mes vidéos, deviens le leader de ta vie. Mais pour ça, tu sais ce qu'il reste à faire. Tu dois passer à l'action maintenant. Salut.